Je m'appelle Yoann Risolier, je suis Chief Creative Officer de l'agence Quantum Endorphine Digital. Donc on est une agence conseil avec une expertise digitale et relations publiques, relations presse. Mais je suis aussi très investi donc, dans la communauté blockchain en tant qu'investisseur, en tant que early investor sur des projets donc, NFT Blue Chip, mais aussi sur d'autres projets en tant qu'apporteur de liquidité dans des protocoles de finances décentralisées. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, on va faire une brève introduction de ce qu'est le Web3, mais aussi ce qu'est le métaverse et les NFT. Donc ce sont des concepts qui peuvent être considérés comme nouveaux ou encore en chantier, mais leur potentiel et leur application sont d'ores et déjà un état d'avancement qui mérite qu'on se familiarise avec de nombreuses ressources, avec ces nombreuses ressources. Donc cette présentation ne se veut clairement pas être un pitch en faveur du Web3, du métaverse ou des NFT. C'est pas non plus un argumentaire essayant de vous convaincre d'adopter tel ou tel concept. Et ça ne se veut pas non plus d'être une définition figée de ce qui peut être ou non envisagé dans ces différentes sphères. Mais on va essayer de vous introduire donc des notions et concepts qui s'avèrent prometteurs, de vous encourager aussi à vous renseigner par vous-même et faire votre propre avis sur le sujet si cela vous intéresse, et de vous permettre donc de prendre connaissance des initiatives et des champs d'application existants dans ces domaines. Alors qu'est-ce que le Web3? Donc avant de vous parler métaverse et NFT, je pense qu'il est important de vous expliquer un petit peu ce qu'est le Web3, ce qu'a été le Web 1, ce qu'est le Web 2 et donc ce qu'est le Web 3. Donc le Web 1, c'est un web qu'on appelait à l'époque c'est-à-dire statique. C'est un web qui a émergé aux alentours des années, on va dire 95, qui a eu aux alentours des années 2000, donc il y a eu une grosse bulle des valeurs technologiques qui a permis donc d'épurer donc toute cette partie Web 1, qui a donné lieu après par la suite à l'émergence du Web 2, notamment à travers le développement de smartphones qui a permis aussi une connectivité, une accessibilité à Internet, qui a permis aussi une adoption de masse, et les réseaux sociaux qui ont transformé Internet en faisant un Internet participatif et centralisé. Alors contrairement à l'époque du Web 1, c'était read-only, c'est-à-dire que vous avez accès à de l'information et vous ne pouvez pas forcément interagir. Et donc là, dernièrement, donc on a connu une bulle là récemment donc sur le Web 3, sur les NFT et les crypto-monnaies. Cette bulle a clairement commencé à éclater. Donc c'est la spécificité du Web 3, donc c'est déjà d'une part c'est qu'il est décentralisé et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça change beaucoup de choses. Donc ça c'est sur un plan technique. Donc pour nous expliquer, donc, comme je vous ai dit, donc, le Web 1 c'était read only. Le Web 2, donc c'est read and write, et le Web 3, c'est read, write and own. Sur un plan économique, donc on était basé à l'époque du Web 1 sur une économie basée essentiellement sur de l'information. À l'ère du Web 2, on était basé sur une économie basée sur la plateforme, c'est-à-dire que le but des plateformes, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible à la fin de recueillir des datas, de monétiser ces datas par la suite à travers des plateformes qui sont centralisées. Et donc maintenant le Web 3 qui change un petit peu tout ça à travers donc, la propriété liée aux assets numériques, où il y a toute une économie qui se développe. Donc sans rentrer dans le détail dans les différents projets, je vous invite à regarder si vous avez l'occasion. Par exemple OpenSea qui est l'une des bases de marché les plus connues pour ce qui est achat de NFT. Vous avez Brave, qui est un navigateur décentralisé, qui a été cofondé par l'ancien fondateur de Mozilla Firefox, qui est un navigateur, en fait, plus vous passez de temps, plus vous naviguez, plus vous gagnez des tokens, donc qui sont des BAT, et après, donc, vous pouvez revendre ces BAT. Donc en fait, c'est comme si vous disposiez de vos données personnelles de navigation et que vous les donniez en complément. Les BAT, c'est le nom du token de paye. Et ensuite, vous avez Theta, qui est un projet similaire à YouTube, mais décentralisé, avec tout un système de monétisation au niveau des créateurs de contenu. On n'en est qu'au début, hein, donc, mais ce sont des projets qui se veulent des projets d'avenir. Après, bon, le reste, je ne vais pas développer. Je vous invite vraiment à regarder au niveau diversification des projets Web3 qui sont en cours. Donc, qu'est-ce qu'on entend par métaverse? Ça intègre la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. C'est aussi une nouvelle façon pour les gens d'interagir avec Internet en le convertissant donc de la 2D à la 3D. Donc au lieu de vous connecter à Internet, vous serez dans Internet.
appliqué aux jeux, aux achats, à la formation, au travail, à la socialisation et à l'éducation. Et donc le métaverse peut être centralisé ou décentralisé. Voici des exemples des métaverses principaux, donc décentralisés et centralisés. Alors, je vais commencer par les décentralisés. Donc les plus connus, donc vous avez Decentraland et Sandbox. Je pense que ça vous sera un petit peu plus expliqué par la suite dans le détail. Mais en gros, ce sont des terrains. Ils mettent en place des terrains et sur ces terrains-là, vous pouvez créer votre propre univers, votre propre jeu, la représentation de votre entreprise, etc. Petite anecdote sur Decentraland, JP Morgan fait partie de la première banque qui a donc investi le métaverse et qui est présente dans Decentraland. Sandbox avec beaucoup de partenariats, donc Adidas et plein d'autres marques, Atari, etc. Et Axie Infinity, donc qui est un jeu considéré comme un métaverse, qui est un jeu basé donc sur un système de cartes avec des NFT et qui permet, voilà, en gagnant certaines parties, de gagner des tokens et après de revendre ces tokens. Centralisé, donc sur les métavers centralisés, je vais rapidement vous parler donc de Meta qui est en cours, qui est en version bêta actuellement, qui ne remporte pas pour l'instant un franc succès, mais qui a énormément de moyens à mettre en place, énormément de données, énormément de moyens. On parle donc d'un monde virtuel centralisé. Il y aurait certains ponts aussi avec une partie décentralisée. Donc ça, c'est en cours de développement et c'est en version bêta. Ensuite, vous avez Roblox, qui est un petit peu la réplique de Sandbox, mais niveau centralisé, qui est pareil, qui est des mondes virtuels sur lesquels vous pouvez jouer. Et Zepeto, qui est une boîte coréenne qui ressemble un petit peu à tout ça. Alors, je veux aussi vous parler d'exemples de métaverse niche, parce que je pense que le futur du métaverse, ça c'est un point de vue personnel, d'un, il sera décentralisé, et de deux, on va assister à ce qu'on appelle des métaverses niches, avec des spécialités, des spécificités. Donc par exemple, Pixelinks, qui est un métaverse uniquement pour le monde de la musique. Donc vous pouvez louer comme une salle de concert, organiser des concerts, voir des concerts. Voilà, Pixelinks, qui a été initié par des producteurs de musique et des DJ comme Desmos et David Houghton, qui sont très, très présents aussi dans l'univers crypto métaverse. Ensuite, vous avez un autre projet, je l'ai mis dans le métaverse Nice, mais ce n'est pas vraiment un métaverse, c'est Stepin. Stepin, en fait, qui est ce qu'on appelle un play to run. Donc, c'est-à-dire que c'est lié, en fait, c'est des NFT qui sont liés à des chaussures connectées. Et plus vous courez, plus vous gagnez des tokens. Donc, en fait, ça a permis de fédérer une communauté tout autour de la course, du bien-être, etc. Et ils sont en train de développer des systèmes donc, de réalité augmentée afin de gamifier le running, de façon à ce que quand vous courez, ce soit plus ennuyeux, vous amusez en même temps vous gagnez de l'argent. Ensuite, le troisième que je vous présentais, que je trouve assez intéressant, s'appelle Madalia. Donc Madalia, c'est un projet qui a été présenté il y a à peu près une semaine, donc c'est assez nouveau. La spécificité de ce projet, c'est que c'est la réplique 3D exactement de l'île de Madère. Alors pourquoi c'est spécifique? Parce que tout ce que vous voulez construire donc, sur Madalia, vous devez avoir un accord avec le gouvernement local, demander un permis de construire. Donc ils ont développé en fait tout un gameplay, un storytelling sur le métaverse de Madalia afin de le rendre intéressant et attractif au niveau des joueurs. Je trouve ça très intéressant parce qu'au niveau touristique, ça apporte des nouvelles ouvertures. Parce que non seulement vous attirez les gens qui sont fans du jeu, mais en même temps aussi, avec un système de réalité augmentée, quand vous visitez l'île de Madère, vous pourrez voir les constructions de Madalia, etc. Donc il y a vraiment un pont qui est fait, que je trouve très intéressant entre la réalité, entre le réel et donc la 3D. Donc ça, c'est un projet que je trouve assez très intéressant.
Donc l'approche critique et analytique du métaverse, donc évidemment pour qu'un projet métaverse soit un succès, il ne faut pas que ce soit uniquement une réplique d'un monde actuel en 3D, comme ce qu'on a vu sur Madalia. Si c'était juste l'île de Madère répliquée, il n'y aurait aucun intérêt à ça. Il faut qu'il y ait tout un storytelling, tout un gameplay autour de ça qui rende le jeu attractif, qui est des utilisateurs. Donc il faut aussi qu'il y ait une interopérabilité entre les métaverses. Donc en tant que marque ou investisseur, si vous investissez sur Decentraland ou sur Sandbox, l'idéal, ça serait que ce soit interopérable. C'est-à-dire que si vous construisez tout le jeu de votre marque et après que vous devez repayer pour reconstruire sur Sandbox en utilisant Voxelite ou autre, voilà, ce qui est bien, c'est l'interopérabilité, et l'interopérabilité qu'elle s'opère aussi, que ce soit sur des métaverses centralisés ou décentralisés. Donc la nouvelle génération de casques et lunettes VR et AR pour le métaverse, donc ça c'est une nouvelle qui est en cours de développement par Apple et Meta. Ça je pense que ça va changer énormément la donne en termes de masse adoption. Comme ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'apparition des smartphones, c'est qui a permis une hyperconnectivité à Internet. Les nouveaux hardware dédiés au métaverse, je pense que participeront grandement à l'adoption de masse du métaverse aussi. Et donc l'adoption de masse, effectivement, si vous investissez en tant que marque dans le métaverse et que vous avez personne qui visite votre jeu, etc., c'est assez problématique. Donc il faut aussi un système économique à travers des NFT avec un mécanisme d'offre et de demande à l'équilibre. Donc on a vu que c'était problématique, notamment avec Axie Infinity qui a perdu énormément d'utilisateurs parce que justement c'était déséquilibré à ce niveau-là. Alors maintenant je vais vous expliquer donc qu'est-ce que sont les NFT. Donc les NFT, ça signifie en anglais non-fungible token. Donc ce sont des jetons non fungibles. Donc un objet non fungible, c'est un objet qui est unique, qui n'est pas interchangeable. Donc par exemple, l'argent est fungible. Si j'ai un billet de 50 $, vous avez bien de 50 $ et qu'on s'échange, du coup c'est fungible. Donc on peut échanger des euros ou des crypto-monnaies, mais une œuvre d'art est non fungible car unique. Donc les NFT permettront entre autres de vendre des objets dématérialisés tels que des œuvres d'art, mais pas que, qui deviennent ainsi quasi impossibles de falsifier. Donc ce sont des jetons non fungibles, c'est-à-dire que ce sont des actifs numériques reliés à la blockchain. Alors les NFT en gros, ce sont des actifs numériques, donc ils sont pour la plupart distinguables les uns des autres, ils sont non interchangeables et donc ils sont soutenus par la blockchain pour garantir l'authenticité et la propriété. Donc il est essentiel sur tout projet NFT, là je vais essentiellement vous parler des NFT PFP, donc c'est pour faire une picture, mais il existe différentes catégories de NFT, mais dans toute catégorie confondue, il est essentiel que tous les projets NFT soient connectés à leur communauté. C'est ce qui permet vraiment de créer la valeur d'un projet NFT. Sans communauté, voilà, c'est vraiment la communauté qui porte le projet et qui porte la valeur du projet. Alors là, je vous ai donné quelques exemples de projets NFT, PFP, qui illustrent donc ce cas de figure. Donc je ne vous ai pas pris volontairement les plus connus, donc les Bored Ape et les CryptoPunk. Pourquoi? Parce que d'un point de vue personnel, Bored Ape a fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont lancé leur métaverse, ils ont lancé leur propre crypto-monnaie, ils sont allés très vite, très rapidement, donc ils ont explosé. Donc c'est Yuga Lab qui est derrière les Bored Ape. Ils ont racheté au prix de Larvalab, donc les CryptoPunk. Donc aujourd'hui, Yuga Lab a le monopole sur les NFT blue chip, mais malheureusement, ça c'est un avis personnel, je pense qu'ils sont allés trop vite et il y a plus grand chose à faire. Et les fondamentaux sont pas terribles. Ça c'est un point de vue personnel. Donc là, je vous ai mis un projet que j'affectionne particulièrement, donc qui est Doodle. Sur du moyen et court terme. Donc Doodle, c'est un projet donc, avec 10 000 NFT uniques, qui est porté par une communauté. La spécificité donc, de ce projet-là, c'est que vous avez une banque communautaire qui permet à travers un système de DAO de voter sur des projets dans lesquels les Doodles seront impliqués. L'équipe est assez solide derrière ce projet. Ils ont recruté dernièrement Pharrell Williams en tant que Chief Branding Officer, donc qui est quand même une pointure en la matière,
tout ce qui est créer de la trend et créer quelque chose d'intéressant. Il y a des partenariats à venir aussi avec lui au niveau du prochain album où on mettra en valeur donc, les doodles. Il y a des projets aussi de sortie de films, des doodles autour pour mettre en avant tout le storytelling, etc. Donc sur un plan moyen court terme, il y a les doodles 2 qui vont sortir dernièrement, donc sur un plan moyen court terme, c'est assez intéressant. Voilà. Le deuxième que je vous ai mis, c'est World of Women. Donc World of Women, c'est une communauté donc, qui met en avant donc, l'inclusivité, la diversité, donc qui soutient énormément de projets. Donc ça encore, c'est vraiment ce qui fait la force de ce projet, c'est la communauté, les gens qui sont derrière et les projets donc, qui sont soutenus. Et ensuite le troisième, je vous l'ai mis parce qu'il est assez innovant. Il a un système en fait qui donc s'appelle Moonbird. Plus vous détenez longtemps donc, votre Moonbird et plus vous avez accès à certaines parties liées à la communauté, plus vous êtes un early adopteur donc, de ce NFT et plus vous avez de droits. Donc c'est une nouvelle en fait ce qu'on appelle Proof of Ownership, donc qui permet de donner accès à des fonctionnalités spécifiques de cette communauté. Alors maintenant je vais vous parler donc, des défis et des opportunités. Donc au niveau des défis, pour moi les deux principaux, c'est ce qui est lié à la sécurité. Ça c'est pas que lié au NFT et au métaverse et au Web3, mais c'est aussi la crypto-monnaie et tout ce qui s'ensuit. Je pense que vous avez entendu parler, donc il y a énormément de hacks qui se font, notamment sur ce qu'on appelle des bridges entre les différentes blockchains. Au niveau des NFT, ce sont des hacks qui sont faits au niveau du smart contract, qui sont des hacks réguliers. Mais aussi, il y a un gros problème, lorsqu'on parle de masse adoption, il y a des gros problèmes de scam, des gros problèmes avec des gens qui savent pas trop ce qu'ils font et qui, du coup, peuvent perdre énormément à travers des hacks ou des scams. Le deuxième point qui pour moi est très important, c'est la régulation. Alors la régulation dans le cadre de projets NFT et Metaverse, pour moi c'est pas le sujet principal. La régulation va surtout venir au niveau des crypto-monnaies, parce qu'au niveau du Metaverse et des NFT, on parle plus d'assets digital en fait. Crypto-monnaie, il y a monnaie dedans. Et monnaie, c'est les banques centrales et c'est les gouvernements qui font ça. Donc s'il y a régulation à avoir, ça sera plus à ce niveau-là. Il y a pas mal de champs libres encore à l'heure actuelle au niveau des NFT, mais si la crypto-monnaie est trop régulée, il faut savoir que l'innovation va forcément être ralentie et forcément tout ce qui est projet NFT, Metaverse, etc. seront aussi ralentis. Après, la régulation, je l'ai mis dans les défis, mais c'est aussi une opportunité parce que avant l'éclatement de la bulle, c'était un petit peu le Far West. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation, ça donne lieu à du n'importe quoi. Donc c'est un marché de toute façon qu'il faut qu'il soit régulé, mais il faut que ce soit régulé intelligemment de façon à ce que l'innovation ne soit pas freinée. Bulle et tendance, comme ce dont on a parlé, clairement on était dans une bulle, ça a commencé à éclater, je pense que c'est pas fini. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est dans une phase justement de construction. Donc plus de bruit que de développement, comme toutes les bulles, donc à partir du moment où on en entend trop parler, où il y a des projets qui sont fondamentaux, qui prennent valeur, c'est le moment de vendre et de passer à autre chose. Alors au niveau des opportunités, donc il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est les nouveaux modèles de consommation. Donc notamment ce qu'on a vu, le rapport à la propriété digitale, donc ce qui va énormément changer la donne. Autre opportunité que je voulais partager avec vous, qui est une news, peut-être que vous avez entendu parler, qui n'est pas liée directement au NFT, au Metaverse, mais Ethereum, qui est la crypto-monnaie, l'une des crypto-monnaies, qui est la deuxième crypto-monnaie actuellement, et qui est la plus utilisée pour ce qui est l'achat de NFT.